Bonjour Arrangé. Salut Fabrice, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, d'une adaptation de plus, Le Comte de Monte Cristo, avec Pierre Ninet. De Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, je pense. Le Comte de Monte Cristo, adaptation d'un roman d'Alexandre Dumas. Oui, tout à fait. Roman massif, Mhm. et qui a déjà été adapté à de nombreuses reprises, Ouais. dont je trouve la plus remarquable, enfin en tout cas que j'ai vue, celle en téléfilm avec Gérard Depardieu, en 3 téléfilms de 1h30 chacun, je pense. Donc réalisé par José Dayan, qui a fait aussi la mini-série Les Misérables avec Virginie Ledoyen Mhm. et Asia Argento. Ah, Et qui fait tous les épisodes du Capitaine Marlowe, pour ceux qui connaissent. ouais. Toi, tu n'as pas lu le roman. Non, j'ai pas lu le roman. Pierre Ninet est enfermé en prison. Et Pour, t'es nouvellement capitaine de navire. Ouais. On l'accuse d'être complotiste. Pas vraiment complotiste, c'est ça en fait dans le cadre de l'époque, mais c'était pour l'époque pire que complotiste, c'est bonapartiste. Ouais. C'est partisan donc de Bonaparte qui vient d'être vaincu, exilé définitivement. Donc là c'est après la chute définitive de Bonaparte. Mais vu qu'il était déjà revenu une fois au pouvoir après avoir été exilé, c'était vu comme la menace. Et comme tu dis, complotiste, de renversement de pouvoir et de choses comme ça. Il y avait encore une peur énorme sur le risque de revoir revenir Bonaparte ou des partisans de Bonaparte au pouvoir. Et là-dessus, c'était vu comme l'insulte suprême. Et justement, à ce point de vue-là, toi qui t'intéresses un peu à l'histoire de la France, après Napoléon, il y a eu de Napoléon Pas tout de suite. 2 et 3, mais pas tout de suite. Est-ce que tu peux nous situer ça historiquement ou c'est pas possible? Donc c'est d'abord passé par un bout de république, puis il y a eu un rétablissement de monarchie, mais pas par Napoléon, qui a loupé, et puis ça en est passé à Napoléon III, qui est même pas venu comme empereur ou quoi que ce soit, mais qui a Napoléon 2, il est... Napoléon... Il n'y a pas une Napoléon 2? Non, il n'a pas été au pouvoir en France, en fait. Il y a eu un Napoléon II, je pense, mais qui n'était pas lié... Enfin, qui n'a pas été lié au plus haut niveau de l'État français, quoi. Et je pense que Napoléon III, donc, était donc, le petit-fils, et lui a accédé au pouvoir, mais pas comme... même chose du même niveau que Napoléon, mais par contre après quelques années a trahi un peu ses promesses et tout ça pour revenir à une sorte de pseudo-monarchie ou empire comme il le voulait, donc avec pouvoir important quoi, pour lui-même et tout ça. Et pareil, ça n'a pas fait très long feu, donc le 19e siècle français a eu beaucoup de changements de pouvoir, quoi. Puisque c'est peu après qu'il y a eu la Commune, et puis encore d'autres évolutions un peu plus tard et des choses comme ça. Donc c'est toi le contexte avec Victor Hugo qui a connu de traverser en fait le siècle et tout ça. Mais il y avait des changements de pouvoir assez fréquents pour que y ait des révolutions et des espoirs de démocratie plus correcte. Puisqu'on est quand même dans un siècle encore... Justement, Napoléon était une grande menace parce qu'il mettait à bas les monarchies. Donc toutes les monarchies s'étaient mises contre lui. Et c'est pour ça qu'il a été vaincu au final. C'est parce que presque aucun pays ne voulait de l'exemple donné par Napoléon, dont on peut se passer droit et tout ça. Bon, c'était aussi un tyran à sa manière et tout ça, hein, mais il y avait aussi ça dans les raisons. Et après ça, on est revenu à une monarchie pour la France parce que les autres pays voulaient que la France rentre dans le rang à ce niveau-là. On était dans le plus jamais Napoléon, quoi, en tout cas. On ne veut plus faire de guerre à l'extérieur, on veut restabiliser la France et on a besoin de reconstruire, quoi. Puisque à la fin de la période Napoléon, il y a eu vraiment une crise démographique puisque les guerres napoléoniennes ont tué énormément de jeunes hommes, mais à un point où il était surnommé le boucher de je ne sais plus où, enfin ou l'ogre, je ne sais pas quoi, parce que c'est comme si dans les campagnes on avait dépeuplé une partie des forces vives, quoi. Vu l'exceptionnalisme lié à Napoléon, tu pouvais être mis en prison pour toujours sur des soupçons ou sur des preuves légères d'appartenance au parti napoléonien, quoi. Bonapartiste. Donc il est emprisonné dans un cachot, mais sa bien-aimée croit qu'il est mort en fait. Tout à fait. Ce sont des accusations mensongères et il croyait avoir plusieurs soutiens et que même le juge était en sa faveur selon ce qu'il croyait et tout ça. Et au final, il y a au moins 3 personnes, on va dire 4 qui le trahissent. Et donc la première partie, c'est comment il va s'évader. Oui. Dans le film, il va rencontrer un autre prisonnier. Il lui dit quand on sera sorti, on aura un trésor. Ouais. Ici, il est fait référence au trésor des Templiers dans le film avec Pierre Ninet.
Dans le roman, c'était pas lié du tout aux Templiers. Ici, c'est c'est le descendant des Templiers, le dernier Templier qui connaît l'emplacement d'un trésor particulier. Dans le roman, c'est également une histoire un peu mythique de trésor, mais pas liée aux Templiers du tout, quoi. C'est basé sur un autre type de trésor, et voilà. Il va sortir de prison et ressurgir des années plus tard sous une autre identité, celle du comte de Monte Cristo, de façon non reconnaissable en gros pour ceux qui le connaissaient avant, sous l'identité, et même de multiples identités, mais la première du comte de Monte Cristo, pour exercer sa vengeance sur ceux qui l'ont trahi, et sur en gros le monde. Il est revenu quelqu'un de changé, qui veut rétablir la justice et passer en justice justement ceux les fourbes qui l'ont causé du tort, quoi. À lui, à sa famille, aux entourages et en général. Comme nous on le sait, ça nous paraît évident, mais tu trouves pas que malgré sa transformation, oui, on le reconnaît? Si, tout à fait. C'est vraiment comment ils peuvent pas le reconnaître en fait. Alors ici, petit spoiler, et ça c'est fidèle au roman, sa bien-aimée d'origine le reconnaît instantanément et le voit tel qu'il est. C'est la même chose dans le roman, mais effectivement, normalement, même physiquement, le passage en prison et son changement moral l'ont changé fort physiquement du fait, et normalement il ne devrait pas du tout être similaire. Elle le reconnaît grâce à ses yeux, grâce au côté qu'elle l'aimait tellement fort avant, et tout ça, donc elle voit clair directement. Mais ici dans le film, effectivement, c'est évident qu'elle le reconnaisse, c'est même pas un challenge, quoi, parce que physiquement il est le même. Tiens, quelle est ton impression sur le film? Donc j'ai plutôt apprécié. Après tout ce que tu m'as raconté, j'ai quand même envie de lire le bouquin. Il y en a beaucoup qui ont dit, dans mes amis Facebook, et je sais pas si dans les critiques ils l'ont dit aussi, que comme point de vue film populaire, ça leur faisait penser au point de vue réussite au Pacte des loups. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas tellement? Je crois que le Pacte des loups était plus excentrique dans ses manières de traiter. Ça parle aussi du folklore. C'est plus un folklore, le Pacte des loups. Et dedans, de nouveau, enfin bon, c'est sorti il y a longtemps, sans trop spoiler, mais c'est une conspiration, toutes des choses comme ça. Mais ça, je mettrais plus dans la catégorie justement pseudo-histoire. Malgré tout, je comparais pas du tout ça au Pacte des loups, qui est plus du KPP limite, ou plus du côté... un prétexte pour de l'action, quoi. Tu auras encore d'autres choses à dire sur comment tu l'as vu? Non, moi le seul truc qui m'empêchait, c'était le fait que pour moi on reconnaissait oui. Pierre Ninet quand il est le comte de Monte Cristo. C'est pas anodin, je pense que c'est un détail important quand même. Ouais. Il est censé revenir quand même comme un homme mystérieux et inconnu au bataillon, quoi. Et donc globalement, moi, j'ai passé un très bon moment. À part ce détail. Ouais. Moi, je trouvais aussi que le film était plaisant et intéressant. Je trouvais que celui qui joue le juge, donc Laurent Lafitte, je pense, l'acteur, était vraiment bon là-dedans. Je trouve que c'est celui qui a la meilleure performance. Mais vraiment intéressant sur le personnage de qui il a joué, le rôle et tout ça. Je le trouvais bien du début à la fin. C'est un peu le seul qui était vraiment convaincant du début à la fin, même si globalement c'est pas mal. Quand c'est traité, son passage en prison, puis sa sortie, puis vraiment le corps du film avec le personnage du comte de Monte Cristo. Là-dedans, c'est Edmond Dantès, c'est possible? Edmond Dantès. Ouais, ça c'est donc son nom réel en jeunesse. Tout le passage Edmond Dantès pur, pour moi, n'était pas bon, quoi. Voilà, toi tu n'as pas eu spécialement cet avis-là, hein, mais... Non, j'ai accroché dès le début. Donc... Ok, bah moi pas du tout, quoi. Celle qui joue entre guillemets, la fille adoptive de Edmond Dantès, c'est Anne-Aureille Bartholomé, qui a une bonne année cinéma aujourd'hui, puisqu'elle a quand même joué dans l'Empire de Bruno Dumont, dans Maria. Et je trouve qu'elle fait un bon rôle aussi, hein. Elle fait une prestation remarquée aussi dans le film ici, hein. Ouais, donc ça c'est un peu la fiche Wikipédia. Mais... Ouais. La fin est changée comme dans beaucoup d'autres adaptations, je dirais, puisque un des thèmes, et là sans spoiler, c'est le thème moraux, quoi. C'est le fait que sa vengeance l'a vidé en tant que personne qui n'a plus de motivation dans la vie à part cette vengeance. Et donc pour se donner bonne conscience, il aide des personnes comme le fils de l'armateur ou d'autres, mais il n'est pas il sait qu'il n'est pas quelqu'un de bon. Pendant le film, je me demandais, ah oui, est-ce que Pierre Ninet va pas finalement finir avec
Anaïs de Mostier, Oui. c'est le nom de l'actrice. Et finalement, c'est pas le cas. Ah, désolé pour le spoiler. Et spoiler, dans le roman, c'est le cas en fait. Il termine avec sa fille adoptive. Peut-être quelque chose qui est un peu trop délicat à mettre dans le cinéma moderne, mais avec sa fille adoptive, elle arrive à lui redonner un peu de joie de vivre et ils partent ensemble pour revivre peut-être un amour plus heureux ensemble, quoi. Est-ce que ça manque un peu de sexe dans le conte de Monte Cristo? Mais je dirais que l'amour est un grand sujet dedans, Ouais, mais pas ouais. le sexe, non, effectivement. Ouais. Dans les Trois Mousquetaires, c'était un peu plus épicé, quoi. Ouais, mais il est dit, il y a à chaque fois une dimension sexuelle avec Oui, elle, parce que quoi. avec elle, mais il n'y a pas qu'elle, avec la fiancée d'Artagnan des premiers films. Constance. Constance Ouais. est une fille, je vais pas dire légère, mais elle était déjà mariée et puis elle passe avec d'Artagnan. Donc il y a un côté transgressif et un peu sexuel déjà présent dans un peu tous les personnages. Enfin beaucoup de même la reine est mise sous un angle. Elle est conquise, quoi. C'est son amant anglais auquel elle a fait confiance, tout ça. Donc je crois que Dumas était beaucoup plus avec des personnages féminins sexualisés dans les Trois Mousquetaires. Mais comme je disais, la dimension était moins sérieuse. Moi, je pense que le temps a contraint le film à être différent. Ici, d'autant qu'il y a du talent chez les acteurs. Chez le réalisateur, je trouve que l'esthétique est bien. Et que c'est globalement sur la façon de filmer est réussie, mais que ça aurait encore pu être bien meilleur, je pense, s'ils avaient eu le temps de faire ça en 2 films. Je crois qu'effectivement tu as raison, parce que les Trois Mousquetaires, Ouais. avec Eva Green et François Civil, Vincent Cassel, blablabla, ça a été, il y a eu 2 parties qui sont sorties la même année à quelques. Ouais. Et là, donc c'est le même producteur. Et là, ça n'a pas bidé, c'est pas en échec, mais ça n'a pas super bien marché comme le conte de Monte Cristo. Oui, en plus que c'était un casting encore plus relevé qu'ici, quoi. Un autre film en 2 parties, mais qui a plutôt bien marché, c'est Mérine avec Vincent Cassel. Oui. Où la deuxième partie est sortie quelques semaines après la première partie. C'est ça. Peut-être je me dis que le relatif bid des Trois Mousquetaires a refroidit très fort le réalisateur qui n'a pas osé peut-être exiger. Les producteurs n'ont pas, oui, ils n'ont pas opté alors pour faire ça en 2 films. Oui, qu'est-ce que tu penses parce que quand c'est sorti, j'ai vu pas mal, en zappant, d'interviews de Pierre Ninet. Et lui, il disait que le conte de Monte Cristo, c'était un peu l'ancêtre de Batman. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je serais d'accord. Moi, je trouve que dans mon interprétation du personnage, c'est ça. En fait, c'est comme ça que moi qui m'apparaît aussi. Il y a un côté super-héros au conte de Monte Cristo. Il a l'air d'être supra-humain, quoi. Un côté, voilà, il est intouchable parce qu'il est tellement... Il a préparé, comme Batman, il a tellement bien préparé son coup que quand il arrive, il y a ça laisse peu de chance au hasard et il neutralise de façon... en apparence, en tout cas, ultra facile, des personnages qui ont l'air très puissants, intouchables, ou qui ont l'air d'être ultra dangereux. Ben, pour lui, non, en fait. Lui, il voit différemment les choses, et par sa préparation, arrive à rendre vulnérables des personnages qui ne le sont pas du tout, quoi. Même quelqu'un comme Frank Miller, qui s'occupait de Batman, et je crois que c'est celui qui a fait le Batman le plus sombre. Il disait Batman n'aurait jamais fait ça, il n'aurait pas tué, ou enfin je sais plus de quoi il parlait. Le comte de Monte Cristo, en tout cas dans le film, oui. Il me semble que même s'il rend justice, il est quand même il se venge par intérêt personnel. Oui, oui. Tandis que Batman, même dans le comics, quand il retrouve celui qui a tué ses parents, il ne le tue pas. Et qu'est-ce que tu penses? Enfin, c'est un rapport et à la fois ça n'a pas de rapport. Je reviens pas sur le nom de ce réalisateur, mais c'est celui qui a fait l'assassinat de Jesse James par l'âge Robert. Film que j'ai bien aimé d'ailleurs. Ouais. Et lui il disait par rapport à Batman, il disait que c'était le seul super-héros qu'il aimait parce que c'était le super-héros le plus proche de Travis Bickle dans Taxi Driver. Est-ce que tu vois le rapport ou... Non.
Parce que justement, Travis Bickle, c'est plus, même s'il prépare un peu quand même Batman, c'est quand même plus quelqu'un qui va faire ça pour ses émotions, quoi. Il va obéir à ses émotions et il va faire ça pour son sens de la justice, mais qui est très faussé aussi, quoi. Petite actualité comics BD, il y a donc cette année, mais ils ont publié une nouvelle version de Batman en comics, hein. Oui. En fait, où il n'est pas riche. Et il a vécu avec les gangsters, et donc il est super baraqué et tout, et il est hyper violent. Donc ça c'est une version qui est peut-être pas aussi pour les enfants. Ouais. Et est-ce que ça te fait penser un petit peu à, j'allais dire Taxi Driver, mais peut-être plutôt au Justicier dans la ville ou des films de ce genre-là? Ou tu vois l'intérêt de faire un Batman comme ça? Oui, parce que je trouve que globalement, les variations de Batman, plus que les variations de Joker ou des choses comme ça, mais les variations de Batman, en général, ont toujours un peu un intérêt. Puisque, fondamentalement, et là je reviens à ce que je disais, c'est un personnage créé il y a 80 ans, sur les normes de 1948, un truc comme ça. Le personnage originel, elle donne une feuille, pas blanche, mais donne un schéma de ce que c'est le Batman. Mais après ça, chaque auteur en a fait quelque chose de différent parce que cette idée de justice, et c'est là où on revient au Comte de Monte Cristo, c'est quelque chose dont on peut très facilement s'imprégner. Ça représente quelque chose de différent pour chacun. Qu'est-ce que c'est vraiment la justice? Qu'est-ce que les méchants méritent? C'est pour ça que le super-héros fonctionne toujours. Ici, les idées de Batman différentes, du fait que Batman est un personnage sans super pouvoir. Tu peux t'identifier facilement à Batman, et donc ton idée de la justice va, dans les auteurs je parle, va donner quelque chose de différent aussi. Oui, tu parlais de violence et de choses plus matures, on parlait de choses plus matures. Pareil, j'ai l'impression que ici ils ont adouci quand même le personnage, ça j'avais déjà un peu dit, mais il y a un côté plus méchant, quoi, qui est présent, plus dur, qui est en plus en différence alors de Batman ou d'autres choses, puisque le Comte de Monte Cristo est capable effectivement non seulement de tuer, mais de pousser au suicide des personnages, ce qui n'est pas montré dans le film. Hein. Je crois pas qu'il y ait de suicide dans le film ici. Je suis pas sûr. Mais il est capable en gros de non seulement ruiner la réputation, ruiner la fortune, mettre des conflits dans les familles et des choses comme ça, donc il est prêt à tout là-dessus, mais il est prêt à aller jusqu'à réduire jusqu'à zéro, quoi, la personnalité des gens pour les pousser au suicide, quoi. Donc il y a un côté presque machiavélique, quoi. C'est un personnage qui ne laisse pas place aux sentiments, qui veut gagner, et qui a préparé de manière à écraser la moindre opposition, du début à la fin, et de façon comme un rouleau compresseur, quoi. Et je trouve que sur les performances d'acteurs, c'est pas mal, en fait. D'avoir mis le trio de personnages avec les deux jeunes et tout ça, donnait une dynamique différente et intéressante. Mais qu'on perd à ce moment-là le côté presque à la Batman, donc super-héros, quoi, du personnage. Ça rend plus humain le Comte de Monte Cristo, l'interprétation de Pierre Ninet, mais je crois pas que c'est le personnage original, quoi. Peut-être qu'on aura d'autres adaptations d'ici 10 ans, 20 ans. Soit tu n'aimes pas trop José Dayan, hein, tu la vois comme une réalisatrice un peu populaire, quoi. Ou de films commerciaux, quoi. Non, je suis pas hyper fan, même si je reconnais que Les Misérables c'était bien. Ouais. Mais je trouvais que ça manquait un peu de folie, enfin, je dirais ça. Ouais. Voilà, je trouvais qu'elle, en tout cas dans son traitement du Comte de Monte Cristo, pareil pour le contexte historique, et je serais peut-être un peu d'accord ça manque de folie ou quoi, mais vu le roman, c'était adapté, quoi. Donc c'était pas un problème pour ce thème-là. Mais que, pareil, sa reconstitution, quoi, du 19e siècle français était réussie aussi, quoi. Ici, pour ça, autant on termine sur une bonne note positive, je trouve que le film est excellent dans les costumes. C'est que je disais, la façon de filmer et la façon de retranscrire l'époque est une réussite dans ce film-ci, quoi. Ça donne beaucoup, quand même, au sentiment d'appartenir à l'histoire et d'être dans le film d'époque, quoi. Ok. Ben voilà. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci Fabrice.